Bonjour à tous et bienvenue au WebTech du mois de janvier, le premier de l'année 2025, qu'on a voulu un peu différent des autres et un peu prospectif, puisque on va vous présenter quelques experts qui représentent les communautés académiques principalement de l'écosystème quantique en région sud, mais aussi en région Occitanie. Le but est donc de vulgariser un peu, de faciliter la compréhension, l'accès à la compréhension de ces technologies complexes auprès de vous et peut-être aussi de promouvoir certaines filières scientifiques dans vos entreprises et de vous permettre de recruter aussi peut-être certains étudiants, puisqu'il y aura un petit volet formation à la fin de ce WebTech. Donc, on attend quelques secondes que les inscrits se connectent et je vais vous présenter l'agenda ainsi que nos experts. Voilà, donc vous les voyez à l'écran. On va démarrer donc avec un peu de pédagogie sur la physique quantique, ses concepts de base, ses avancées, ses enjeux sociétaux. Donc en fait, en quoi ces technologies sont révolutionnaires, quels problèmes aujourd'hui non résolus elles vont permettre de résoudre et avec quel impact sur la société. Donc ce sera par Virginia Doria, professeure et responsable de l'Institut fédératif quantique azurien, Quantazur, et en introduction. Et ensuite, on vous fera un petit zoom sur les savoir-faire en quantique, d'abord avec Quantazur, donc on continuera avec l'est du territoire, région sud, Nice, Sofia, et ensuite on fera un petit zoom à l'ouest avec l'Occitanie, puisqu'on aura une présentation de l'Institut quantique occitan, de l'agence ADOC. Et enfin, on fera, comme je vous le disais, un petit zoom sur la formation, mais aussi l'industrie. Pourquoi c'est important de former les forces vives en quantique et en photonique dans la région et dans le Grand Sud en général. Donc dans le Grand Sud, je dirais de Toulouse à Nice-Sofia, puisque je vous le rappelle que SCS et Optitech ayant fusionné fin 2024, le territoire de notre pôle nouvellement nommé Actantis s'étend donc de l'Occitanie, de l'ouest de l'Occitanie jusqu'à l'est de la région sud. Voilà, donc sans plus tarder, on va présenter, je vous présente donc Virginia Doria qui est avec nous, avec Laurent Labonté à côté, donc du labo Infini basé à Nice. Bonjour, merci de votre présence. Caroline Champenois a un empêchement de dernière minute. Elle n'a pas pu se présenter, mais elle s'est fait gentiment représenter par Romain Dubessy, qui est professeur à l'université, donc chez Aix-Marseille Université. Merci Romain de ce remplacement au pied levé. Et puis Franck Bertu de la maison du Quantique Occitan, qui est basé à Toulouse, je crois, À et qui nous Montpellier. fera à Montpellier, et qui nous fera une petite présentation des différents savoirs. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec Virginia. Euh, je vous désigne Oui, présentateur pour que vous puissiez nous expliquer euh, les oui. concepts de base donc, de ces technologies quantiques et à quoi ça va bien servir et en quoi ça va révolutionner notre société. Vous voyez mon écran, je pense, Oui, et vous voyez ma présentation. Super. Alors, oui. bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Virginia Doria. Je suis enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur et je suis aussi membre d'une équipe qui travaille donc en photonique et information quantique. Donc, j'ai un peu une double casquette en ce sens-là parce que je suis aussi la directrice comme le disait Fabienne, de l'Institut Quantazur, que je vais vous présenter juste après cette première introduction sur les sciences de l'information quantique. Alors, essentiellement, l'information quantique, donc on parle beaucoup de nouvelles technologies quantiques et qui utilisent la physique quantique pour effectuer des tâches qui sont inaccessibles aux dispositifs classiques. On voit plusieurs applications, traditionnellement regroupées sur toute une série d'applications pour ce qui concerne le calcul et la simulation, dans lesquelles on serait capable de réduire sur certaines tâches computationnelles les temps de calcul.
On a tout un volet très important sur les capteurs quantiques qui permet d'avoir des mesures avec une précision qui est inaccessible à leur équivalent classique. Et la communication quantique qui vise à faire un Internet d'objets quantiques, comme vous le verrez par la suite. Essentiellement, tout ça se base sur une vraie révolution dans la manière dans laquelle l'information est générée, est transmise et elle est sécurisée. Alors, avant de rentrer dans le détail du quantique, je fais une petite vision du panorama général. Donc, ces applications, la part de ces applications a été reconnue comme prioritaire pour de nombreux pays, avec des très importants financements. Là, c'est mise à jour en 2022, mais ça a encore augmenté là, les dernières années. Vous savez qu'on a environ 30, là aujourd'hui c'est 34 milliards de dollars dédiés au quantique par les programmes qui sont les programmes publics. Et je souhaite citer aussi également le plan national quantique avec 1,8 milliard euros sur 5 ans pour impulser l'industrie du quantique français. Et à ceci fait écho, donc en France comme dans les autres pays, donc un développement important de programmes sur le quantique aussi pour tout ce qui est les industriels. Donc c'est le plan quantique préconise 16 000 emplois directs venant du quantique à l'horizon de 2030. Et vous voyez que ça commence à bouger. On a des entreprises de toute taille, à partir des startups pour arriver aux gros groupes industriels, qui sont actifs sur les différents domaines. Il inclut sur tout ce qui est les technologies qui ne sont pas proprement quantiques, mais qui permettent de développer le quantique, comme par exemple lié à l'électronique, aux fibres optiques, à la cryogénie. Et donc, essentiellement, pour comprendre pourquoi ce quantique va changer un tout petit peu notre vision des choses, il faut faire un pas en arrière et donc se dire qu'en effet, des technologies quantiques ne sont pas une novité. On a des technologies quantiques aujourd'hui, dans tous les jours, même dans la manière dont on code, on distribue l'information aujourd'hui. Donc, l'information, comme vous savez, elle est codée dans des codes binaires avec des 1 et des 0, et particulièrement sur les propriétés d'objets macroscopiques. Donc, si je prends par exemple un canal de communication, je vais avoir un ordinateur qui me permet de coder des informations. Je suis désolée, il y a des présentations qui partent toutes seules. Donc, qui me permet de coder des informations sur une source optique et, par exemple, que je peux transmettre après la lumière, je vais transmettre sur une fibre optique. Et à l'autre côté, il y a un détecteur qui me permet de voir, donc, de relire les informations. Et donc, ce que vous avez, c'est que les informations sont codées comme en alternance de 0 et de 1, comme un code binaire. Et en effet, dans toute cette ligne, j'ai plusieurs objets qui sont quantiques. Dans l'intérieur des ordinateurs, de tous les dispositifs digitaux, il y a des transistors, il y a donc des sources des transistors. On a des sources optiques qui sont à base de lumière, qui est aussi issu de la physique quantique, et on a des détecteurs qui sont souvent aussi quantiques. Donc, ce qui est différent, c'est qu'on a un codage sur des objets macroscopiques. Donc, si je considère ça, c'est issu de ce qu'on appelle la première évolution. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'interrompe ça. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi elle me fait toute seule des transitions, donc je ne vais pas faire ça. Excusez-moi, sinon je ne vais pas y arriver. Ça doit être les animations peut-être. Voilà. Ouais, c'est ça, elle m'a mis des animations que ça me perturbe beaucoup, donc excusez-moi. Là, ça devrait aller. Alors, donc, ce que je dis, ce qui se passe, tous ces objets sont issus d'une première évolution quantique. Et l'intérêt, c'est que je code les informations, comme je dis, sur les objets macroscopiques. Quand je parle de la lumière laser peut être vue comme des milliards d'objets quantiques individuels, les fameux photons dont on entend parler de plus en plus. Et quand je considère le courant électrique, c'est encore plus intuitif à voir, ça c'est une multitude d'électrons. Donc, de part d'un électron, pour nous, quanticiens, c'est un objet quantique, mais je les mets tous ensemble, je fais un courant électrique, ça devient un objet macroscopique. Qu'est-ce qui se passe? Avec cette première évolution quantique, on était devenu tellement bon avec les technologies de l'électronique, de l'optique, etc., qu'on est capable aujourd'hui, depuis les derniers 30 ans, de isoler et manipuler des objets quantiques individuels. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais maintenant activement utiliser la physique quantique pour altérer la phase quantique du monde physique. Et en effet, je peux créer des états particuliers de la matière, des atomes artificiels ou des fameux systèmes intriqués dans lesquels, quand je mesure un système, je vais avoir des résultats qui sont connectés à ceux corrélés
à ceux d'un autre système qui est très différent. En gros, qu'est-ce que c'est la deuxième révolution quantique et qu'est-ce que ce sont ces nouvelles technologies quantiques? Ce sont des technologies dans lesquelles je n'utilise pas un courant électrique pour coder les informations, mais j'utilise un électron ou un atome ou un photon, des objets individuels microscopiques. Et ça change tout, parce que ça signifie que je vais avoir des nouveaux hardware, des nouvelles règles du jeu et évidemment des nouvelles possibilités, d'où cet intérêt pour le quantique. Et donc, en effet, si je viens à l'information du départ, je vous avais dit que l'information classique, on la code avec des 0 et des 1. Ça, c'est le cœur de l'âge de l'information classique d'aujourd'hui. Et l'information quantique va être faite de codage d'informations, ce qu'on appelle les bits quantiques, donc les qubits. Et ces bits quantiques sont codés directement sur ces objets quantiques individuels. Ils ont plusieurs propriétés. Je vais revenir tout de suite sur cette histoire du 0 et du 1. Ils ne peuvent pas être dupliqués. Donc, on ne peut pas faire des copies de bits quantiques. Et ces objets quantiques, ils ont une propriété particulière que quand je les mesure, ils changent. Donc, en concret, comment je peux formaliser tout ça? Les bits, si je m'adresse vraiment comme avec un langage qui est le langage de l'informatique, si vous me permettez, donc je peux toujours coder des informations en physique classique comme en physique quantique sur des vecteurs de slots. Donc, si c'est 1, 0, je dis que c'est le qubit 0. Si c'est 0, 1, je dis que c'est le qubit 1. Ça, c'est comme pour le cas classique. Et ça correspond à dire que j'ai des objets très localisés. C'est ce que j'ai, par exemple, dans un monde classique. Si j'envoie une bille à travers des fentes dans le monde classique, je sais que la bille, elle passe, j'arrive à suivre même la trajectoire de cette bille. Donc, par exemple, je peux dire que si la bille, elle passe par une fente qui est positionnée en bas, ça correspond à 0. Et si j'ai une bille qui passe par une fente qui est positionnée en haut, ça correspond à un bit qui correspond à 1. Donc ça, c'est très déterministe, c'est très classique, et on peut faire l'équivalent dans le monde quantique. Ce qui est nouveau d'utiliser ce objet quantique individuel, c'est que j'arrive à faire une chose que ce n'est pas d'équivalent classique, et donc j'arrive à coder des informations aussi sur des vecteurs un tout petit peu plus compliqués, ou qui sont en gros des combinaisons, où je mets des alpha et des bêta, et pas des 1 et des 0 là-dedans, qui sont des nombres complexes. Et ça correspond à dire que j'ai des objets dont je ne sais pas s'ils passent par haut, s'ils passent par bas, ils se délocalisent. Et ça, c'est un comportement qui ressemble à celui qu'on a pour les ondes. Si j'ai ici, à la place de mettre une source de billes, je vous mets une source de, par exemple, une source de lumière, ben, la lumière va se délocaliser. Je ne peux pas dire la lumière, elle passe ici, elle passe en bas, elle passera partout. Les objets quantiques, ils ont ça. Donc, ils se comportent en fonction de l'expérience que je vais faire, comme des billes, laissez-moi l'abus de langage, donc pour lequel je peux savoir si elle est passée en haut ou en bas. Une bille, c'est quelque chose qui va se localiser quelque part, mais aussi comme des ondes, donc pour lequel je efface cette information sur elle est passée en haut, elle est passée en bas, et c'est comme si l'objet était présent partout. Comme on peut penser à de la lumière qui se délocalise, ou si vous voulez, à de l'eau, je mets deux barrages, et l'eau, elle passera partout. Elle ne passera pas seulement de le barrage du haut ou le barrage du bas. Et donc, ça, c'est quelque chose de purement quantique. On l'appelle le principe de superposition. Et c'est au cœur, donc on n'a pas d'analogue classique, et c'est au cœur de, par exemple, du calcul quantique. Dans un schéma d'information quantique, je prends plein des objets quantiques pour lesquels je ne connais pas a priori de manière déterministe, si c'est un bit 0 ou si c'est un bit 1, et je code, j'associe à chacun de ces qubits la réponse à un calcul quantique. Et ce que je vois, donc ça, je le mets en entrée d'un ordinateur quantique, il fait une série de portes logiques, d'objets, donc d'opérations, donc un hardware dédié, comme je vous disais, qui correspond en effet à faire comme des interférences, exactement comme vous le voyez pour la lumière. Donc, je suis capable de faire des interférences avec ces objets quantiques. Et le résultat de ce circuit quantique et de cette interférence, ça me donnera, donc c'est comme s'il y avait des résultats d'interférence destructive. Si tout est bien fait, à l'issue de cette interférence, la seule réponse qui restera, c'est celle qui donne le résultat du calcul. Donc, interférence destructive pour toutes les réponses qui ne sont pas bonnes, et interférence constructive pour la réponse qui est la bonne réponse. Donc, cette histoire, elle permet d'avoir un avantage majeur. En effet, conceptuellement, si j'ai un ordinateur classique, quand je lui pose une question, elle fait un calcul qui est séquentiel. Donc, elle teste plusieurs réponses et puis elle voit, à un moment donné, elle arrive à voir quelle est la bonne réponse à ma question.
Si je considère un ordinateur quantique utilise ces objets qui sont délocalisés partout. Donc, c'est comme s'ils allaient sonder chacun plein de réponses différentes. Et donc, c'est comme si ça faisait un calcul qui est un calcul en parallèle. Et donc, je vais avoir, vous imaginez, ça c'est assez intuitif, que je vais avoir donc un speed up, donc une vitesse accrue des tâches computationnelles. Et donc, en effet, les applications sont énormes. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que ça mériterait chacun des points en détail. Donc, on a des applications qui vont des problèmes d'optimisation avec tout ce qui signifie problème d'optimisation. Donc, par exemple, la logistique pour la finance, pour les études du climat. Aussi des problèmes de calcul très poussés, comme par exemple l'étude de nouveaux composants matériels où on parle beaucoup de développement en chimie, par exemple de chimie computationnelle ou de développement de nouveaux médicaments. On a des interfaces avec des autres technologies, comme par exemple l'IA Machine Learning. Je vais revenir par la suite sur cette histoire de cryptographie et cybersecurity. Et en effet, on a des applications, souvent, on dit que ces applications sont un peu proches de celles qu'on a pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi, par exemple, considérer ce qu'on appelle une technologie de rupture, donc une innovation totale. Ça peut investir plusieurs disciplines. Une autre manière d'utiliser le quantique, c'est d'utiliser les propriétés de ces objets quantiques pour construire de nouvelles générations de capteurs. Et ça aussi, on a beaucoup d'applications qui vont de l'imagerie, par exemple, du cerveau ou biologique, à la spectroscopie, beaucoup en communication, en navigation, donc en fonction ou pour la structure, par exemple, pour le monitoring. On met par exemple des atomes froids dans des boîtes, on est capable, avec ces fontaines d'atomes, de voir les mouvements des volcans ou de voir les infrastructures, de faire le monitoring des infrastructures. Donc, ça, c'est des applications très importantes. Et le troisième volet, qui exploite encore ces propriétés quantiques, constitue à distribuer des états quantiques, cette fois-ci de la lumière, à des partenaires éloignés. Et ça a deux grosses familles d'applications principales. La première, c'est tout ce qui est en sécurité. En effet, l'ordinateur quantique, c'est ce qu'on appelle une technologie duale. Donc, comme il va très vite sur certaines tâches computationnelles, on le considère une menace potentielle pour les schémas de cryptographie qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, une première réponse est apportée par ce qu'on appelle la distribution de clés quantiques, les distributions quantiques de clés. Et cette distribution quantique de clés permet d'établir de nouvelles clés cryptographiques qui sont sécurisées par la physique quantique elle-même. Et une autre chose, évidemment, qui est importante, c'est que si je sais distribuer des états quantiques de quelque chose et les interfacer avec des ordinateurs quantiques ou des capteurs quantiques, je peux créer des réseaux. Et donc, ces réseaux, ça permet d'avoir, par exemple, du calcul distribué, de la mesure des capteurs distribués, aussi bien qu'avoir des sciences fondamentales. Donc, je vais potentier les performances d'un seul objet quantique en faisant des vrais réseaux de plusieurs dispositifs quantiques. Et l'idée de base, donc la vision qui est un petit peu la vision de l'Union européenne, mais pas que, c'est celle de créer un Internet d'objets quantiques avec donc des dispositifs mis en réseau qui permet des temps de calcul exponentiellement accrus grâce à la mise en réseau d'ordinateurs, des capteurs qui travaillent ensemble, donc ils peuvent sonder différentes propriétés à des endroits différents, et tout ça sécurisé par des liens donc, de communication quantique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les chercheurs et les industriels travaillent depuis un moment. Donc c'est une montée en puissance graduelle qui va avoir, comme on disait, ce qu'on appelle une rupture technologique. Donc avec cette introduction, je vais refocaliser tout ça pour tout ce qu'on fait à l'Université Côte d'Azur. Et en effet, l'Université Côte d'Azur, donc c'est une université qui est une université très multidisciplinaire. C'est une université reconnue au niveau national, en certification IDEX, donc c'est un des universités IDEX de France. Et c'est une université dans laquelle le quantique, c'est un axe stratégique et très fort. Quand je dis très fort, je vous porte à titre d'exemple quelques nombres qui disent les projets sur le quantique que nous avons eu dans les dernières 2 années. Donc, on a eu 5 projets de type PEPR. Ce sont des projets à plusieurs millions d'euros qui sont pour des sujets quantiques stratégiques pour la France. Dans les dernières 2 années, on a eu 3 ERC sur des thématiques liées au quantique.
à l'Université Côte d'Azur. C'est très difficile de faire le recensement des ANR et des projets européens parce qu'ils sont très, très nombreux. Et donc, vous comprenez bien que c'est un site qui est très visible à l'international pour ces beaux résultats et donc ces belles collaborations dont on peut bénéficier. Et donc, Virginia, l'idée, c'est... est-ce que vous Oui, pourriez juste expliquer ce que c'est, bon, PEPR, vous avez vaguement dit ce que c'est, mais et ERC, est-ce que vous pourriez juste nous dire, enfin, essayer de faire comprendre à nos auditeurs que ce sont des projets vraiment d'envergure, qui embarquent beaucoup de sous-traitants, entre guillemets, et qui permettent aussi à des partenaires qui nous écoutent d'intégrer ces projets. oui, bien sûr. Alors, les PEPR, donc c'est plan d'investissement prioritaire de recherche. Ouais. Donc, désolé, j'ai des problèmes avec les acronymes. Et donc, ce sont des projets qui rassemblent plusieurs partenaires industriels et publics en France et sur des axes qui sont considérés stratégiques pour la France. Je vous fais un exemple. La communication quantique, dont je vous parlais tout à l'heure, est considérée un axe stratégique. Ça fait des enjeux de souveraineté nationale. Donc, la France se dit, j'ai des forces locales en quantique, locales pas que à Nice évidemment, locales un peu partout en France. On est très très bon sur ce sujet. Il faut donner un aide important pour faire en sorte que ces forces, qui sont des forces encore assez liées à l'université, sortent et ça devient donc ça permet de développer des dispositifs opérationnels. Et donc ça, on en a plusieurs thématiques. On en a par exemple aussi sur les matériaux. On a par exemple des plateformes pour l'optique intégrée, pour la photonique intégrée, notamment quantique ou pour l'électronique, qui sont des plateformes qu'on arrive à développer à peu près, mais aussi qu'on achète par des autres fournisseurs qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Et ça, vous comprenez bien, ça peut faire des crispations au niveau donc des enjeux, encore une fois, d'indépendance stratégique européenne et française. Et donc, la France, pareil, elle met des projets à plusieurs millions. Quand je dis plusieurs, c'est vers les 10, hein, c'est pas vers les 2. Donc, 10, voire plus projets, pour plusieurs millions, plus de millions d'euros, pour donc développer ces plateformes. Et donc, Université Côte d'Azur participe à 5, ce qui est énorme, de ce type de projet. Les ERC, ce sont des dispositifs mis en place par l'Union européenne. Donc, ce sont des projets européens avec une très, 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 très grande compétitivité. Et ce sont des projets qui permettent à un chercheur de développer une thématique de recherche. Là aussi, on parle de projets à plusieurs millions d'euros, même si c'est des budgets beaucoup plus bas que les PEPR. Donc, et sans que c'est sur des thématiques stratégiques. Nous, par exemple, on a eu, comme je disais, rien qu'en 2 ans, on en a eu 3 à l'Institut de physique de Nice. Et ça, c'est très, très exceptionnel parce que le taux de réussite de ce type de projet, il est très bas. Je crois que c'est 10%, même plus bas. Et bon, les ANR, ce sont des programmes, donc c'est financer des projets de recherche sur l'Agence nationale de la recherche. Et donc, ce sont des projets, encore une fois, qui voient plusieurs partenaires français ou internationaux. Et ça permet aussi de financer de la recherche un tout petit peu plus en amont. Donc, ça a moins le côté appliqué que peuvent avoir, par exemple, les PEPR. Et donc, comme je vous disais, ce sont des projets qui sont assez difficiles, tout cela à décrocher. Donc, et souvent, donc, bénéficient de collaborateurs qui sont des collaborateurs en France, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est pour ça que je disais, on a une très belle visibilité internationale sur plusieurs thématiques quantiques à l'Université Côte d'Azur. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfait. Merci beaucoup, merci. Ok, ok, parfait. Donc, je continue. Donc, je disais, on est très fiers de tous ces jeunes résultats. Ça se liste, je dis, c'est vraiment les toutes dernières années parce que sinon, c'est très long à faire. Et donc, on s'est dit qu'on voulait capitaliser sur les forces qui existent et mettre ensemble des différents savoirs qui sont peut-être pas forcément encore impliqués dans le quantique, mais qu'on a identifié comme savoirs stratégiques pour le quantique pour booster la recherche, mais aussi l'enseignement autour du quantique. Et donc, cela a donné naissance en mars 2022, cette volonté, à l'Institut fédératif Quant-Azur, donc, dont j'ai l'honneur d'être la directrice. Et c'est un institut qui se base sur les forces de 8 laboratoires fondateurs qui ont, donc, vous voyez, c'est très différent. Donc, on en va de la physique, avec plusieurs volets de la physique, à l'électronique et à computer science. Et donc, on peut compter environ, au moins, une cinquantaine de chercheurs permanents. On n'a pas cherché à compter les postdocs,
les PhD qui travaillent sur le quantique. Des collaborations sont déjà en cours à l'intérieur du site ou sont déjà identifiables. Et on a des skills, comme vous verrez, qui sont très interdisciplinaires. Ça permet de couvrir des sujets quantiques qui vont des expériences jusqu'à la théorie de manière très transversale. Donc, l'objectif de Quantazur, c'est de mettre ensemble toute cette force et aussi de renforcer ces forces sur des points un peu stratégiques. On le fait un peu en demande à base des besoins des différents laboratoires, différents chercheurs. Et donc, on a des actions qui sont des événements un peu ample spectre, comme les journées Quantazur ou par exemple des écoles d'été, dans lesquelles vous voyez, on implique volontiers des speakers qui viennent du monde du privé, et aussi sur des sujets plus thématiques, donc vraiment sur un sujet très particulier qui peut aller des maths jusqu'à, par exemple, l'encadrement juridique des nouvelles technologies quantiques, qui est un sujet très à la pointe sur lequel on est un peu pionnier à l'université. Deuxième point, donc on essaye de renforcer les initiatives culturelles autour du quantique en France et à l'étranger. À ce sujet, l'université fait partie, et donc un des tutelles du laboratoire Majulab. C'est un laboratoire qui est très actif sur le quantique et qui est basé à Singapour. Et c'est un laboratoire international. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'universités qui sont impliquées dedans. C'est le CNRS, l'Université Côte d'Azur, Sorbonne Université à Paris, et puis c'est la National University à Singapour et la Nanyang Technological University de Singapour. Donc, c'est pas beaucoup de partenaires. Le taux de succès de ce laboratoire, il est très, très, très important. Donc, c'est très visible à l'échelle mondiale. Et aussi, plus récemment, l'université a été invitée à faire partie comme partenaire fondateur d'un réseau qui vient de se créer international entre la France et le Canada. Et vous voyez, pareil, on n'a que 10 sites en France et 10 sites au Canada. Et c'est pour renforcer les collaborations du site sur plusieurs volets en mettant en place des collaborations avec les partenaires au Canada. Et on veut évidemment promouvoir des projets stratégiques et donc mettre en place de nouvelles collaborations internes ou à l'extérieur. Et pour cela, je ne vais pas m'attarder parce que je sais que le collègue de Marseille va en parler beaucoup plus. Donc, mais nous aussi, on est membre du projet Quantidio France qui permet de financer des bourses de thèse, des mobilités pour les étudiants. Et on a mis en place un certificat qu'on appelle Quantum Aware, qui est un certificat à destination de nos étudiants qui n'ont pas forcément un background en physique, qui sont par exemple des électroniciens ou des informaticiens, qui souhaitent rajouter du quantique à leur parcours principal. Donc, c'est des compétences en plus qu'ils peuvent avoir et que ça leur permet donc aussi via des bourses de mobilité de voir ce qui se passe sur le quantique et comment ils peuvent appliquer leurs compétences principales au quantique en France sur différents sites, mais aussi potentiellement à l'étranger. Et donc, je vais juste conclure cette présentation avec un micro-résumé des forces quantiques et des axes de recherche qui sont présentes à l'Université Côte d'Azur. Je vous disais qu'on est capable de couvrir plusieurs axes de recherche principaux pour tout ce qui est le calcul quantique et la simulation. Donc, on a à la fois des intérêts, donc des recherches qui sont en cours sur tout ce qui est les applications, par exemple le calcul quantique pour la chimie ou alors pour la robotique et l'IA, ou pour les algorithmes distribués, mais aussi pour le dessin de nouvelles sources. Et ça va un côté un peu hardware avec de la simulation quantique, avec des vapeurs atomiques ou avec des plateformes 2D en semi-conducteurs ou avec de la lumière, avec le calcul quantique qu'on dit au vol, à la fois en expérience et en théorie. On a des forces aussi en métrologie, essentiellement sur deux gros macro-volets, donc de la lumière, de la métrologie avec des interféromètres à base de lumière quantique très large spectre, mais aussi avec toute une série de compétences, tout ce qui est l'utilisation de la lumière quantique pour les détections d'ondes gravitationnelles, dont l'impact ne se restreint pas vraiment aux ondes gravitationnelles parce qu'ils développent des mesures ultra sensibles qui peuvent après être utilisées dans des autres dispositifs. Et on a tout un volet important de sciences fondamentales, c'est un petit peu d'où tout est parti, que ça va dans des fluides de lumière, de l'intrication en dimension, les probabilités et contrôle cohérent quantique.
Et je vais conclure par la partie communication quantique, parce que c'est un volet très important à l'université. Et ça va encore une fois à nouveau de la partie un peu plus conception et mise en place donc opérationnelle des réseaux, et aussi à l'implémentation et réalisation de building blocks des réseaux. Et dans ce cadre, donc, je pense qu'un très bel exemple est porté par le projet Quantum HCA, qui est un projet de très grande envergure. Nous sommes très fiers d'avoir pu démontrer en France historiquement le premier réseau quantique opérationnel. C'est un projet soutenu par plusieurs financements importants. Encore une fois, c'est l'un des projets qui bénéficie d'un PEPR, mais aussi d'un projet européen qui s'appelle EuroQCI, qui est un projet qui vise à développer des structures de communication quantique tout au long de l'Europe. Et donc, vous voyez, on a un réseau qui fait environ une centaine de kilomètres et qui permet de relier donc, le site de Varros de l'université au site ici où on est, moi et Laurent, dans la plaine du Var, donc juste à côté, à Iria, donc à Sophie Antipolis, et ça arrive maintenant jusqu'à Juazur, dans le plateau de Calerne. Donc, c'est pendant qu'on parle nous, on a des photons qu'on distribue de Varros, pardon, d'Infini ici, et qui vont à Varros et jusqu'à Calerne. Donc, pendant qu'on parle, ça se passe. Et sur ces photons, donc on code des informations quantiques, on est capable, par la mesure de ces photons, d'établir les clés. Et donc, c'est tout automatisé. Et on peut potentiellement encore ranger celle-là pour faire des réseaux quantiques. Là, c'est un réseau à 4 nœuds, mais on peut encore l'étendre jusqu'à 170 km. On a un taux de quai de 7000 clés donc sur 300 terres. Et ce qui est joli, c'est un réseau qui marche en continu. C'est le premier en Europe qui fait ça. Donc, on n'a pas besoin de le redémarrer, il se redémarre tout seul. Donc, en fait, on le bloque nous quand on a envie de faire des tests sur le réseau, etc., pour le mettre à jour, mais sinon, il marche tout le temps. Et ça a la potentialité d'utiliser des techniques de multiplexage à longueur d'onde pour être utilisé jusqu'à 40 opérateurs distants. Et donc, la vision, c'est, on travaille pour ça, c'est pour ça qu'on arrive jusqu'au plateau de Calerne, où il y a un grand site de GeoAzure dans lequel on peut avoir accès à des liens satellitaires. Et donc, la vision un peu sur laquelle on travaille, c'est de créer un lien entre le réseau quantique niçois, un réseau quantique qui a été développé aussi à Paris, et donc tout ça via satellite. Et donc, avec ça, je vous remercie et je vous laisse avec notre page web, si jamais donc, vous voulez faire un tour pour aller voir ce qui se passe du côté de Nice. Merci. Merci beaucoup Virginia, merci pour toutes ces explications et cette couverture des différents partenaires locaux, j'allais dire, de la région, mais aussi internationaux. Bravo pour tous ces résultats de projets européens et nationaux. On va passer maintenant à la présentation de Franck Bertu, donc de la Maison du Quantique Occitan, qui va nous parler du savoir-faire très pointu également, plutôt sur les capteurs quantiques et le calcul quantique du côté de l'Occitanie, avec des perspectives pour la santé et pour la navigation. Donc Franck, je vais vous désigner présentateur. Et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions dans la session questions-réponses. Il y en a déjà. Virginia, je vous signale qu'il y en a déjà, mais je les poserai à l'issue des interventions, comme d'habitude, si vous le voulez bien. Franck, vous devriez pouvoir montrer votre écran. Est-ce que Oui. vous le voyez? Parfait. C'est bon? Oui, merci. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci Actantis de nous avoir invités à présenter voilà, l'organisation de la filière quantique en région Occitanie. Alors, en préambule, déjà, je ne suis pas du tout scientifique. L'objectif, là, c'est vraiment de présenter comment la région Occitanie se structure pour, voilà, pour développer la filière quantique sur son territoire. Donc, ça ne sera pas du tout un propos qui aura des teneurs scientifiques ni académiques, mais plutôt comment faire le lien entre justement les universités, étant donné que la mécanique, la physique quantique est aujourd'hui quand même largement poussée par Je vous entends plus, mais je ne sais pas si c'est que moi. Franck. Non? Je ne vous entends plus. Franck. Est-ce que vous entendez Franck ou il n'y a que moi? Non, non, on n'entend pas.
Virginia me fait, non, pardon, je pense peut-être que vous pouvez toucher le. Vous avez un écran, peut-être un casque. Casque Là, vous détecteur. m'entendez? Ah, oui, parfait, super. Bon, désolé, on m'a appelé sur Teams et ça a coupé la communication. J'ai essayé d'arrêter Teams. Voilà, donc j'ai 10 minutes pour vous expliquer un peu voilà, comment la région Occitanie s'organise autour de la filière quantique. Donc l'agence, en 2 mots, hein, c'est une agence de développement économique classique. Donc l'objectif, c'est voilà, d'accompagner les entreprises. Donc c'est vraiment un prisme de présentation autour de l'entrepreneuriat, hein. Et comme toutes les agences de développement économique, voilà, on part de la création jusqu'à la reprise, en passant par le financement et l'accompagnement au projet d'innovation. Personnellement, je fais partie de la direction opérationnelle innovation. On a 4 directions opérationnelles à l'agence, l'export, la conquête des marchés, l'innovation. Moi, je fais partie de l'innovation, voilà, avec une formation de base plutôt numérique et c'est pour ça que je vais aussi avoir un prisme de lecture surtout autour du calcul quantique que du reste. Voilà, la particularité de cette organisation, de cette région, c'est on est représenté sur, bien sûr, le territoire régional, mais surtout, on a des maisons, on a 5 maisons aussi à l'international, ce qui est intéressant pour les étudiants, ou même, enfin, pour les start-upers, on va dire, d'avoir un point de chute sur ces différents pays pour pouvoir ben, être immergé dans ces pays pour faire de l'export. Pour chaque maison, on a des chargés de mission dédiés et qui aident beaucoup à l'export de nos savoir-faire. Voilà. Donc on est bien d'accord, c'est une présentation plutôt de la filière en Occitanie et pas de l'excellence scientifique de l'Occitanie. Ah oui, alors pour commencer quand même, et c'est l'objet de ma présentation, c'est qu'on a 2 structures aujourd'hui qui développent cette filière quantique. La première qui a été lancée par ce qu'on a créé en région Occitanie, les défis clés, qui a permis de financer, bon, les défis clés en 2 mots, c'est une aide régionale qui finance 15 excellences scientifiques, dont le quantique. Et donc à cela, on a bénéficié, on a accompagné donc les laboratoires à Montpellier et Toulouse sur la création de l'Institut Quantique Occitan qui a été créé donc en 2021 pour développer les 4 piliers majeurs de la filière quantique, c'est-à-dire les capteurs quantiques, la simulation quantique, le calcul quantique et j'en oublie un. Bon bref, il en manque un. Et donc voilà. Et alors le calcul quantique, ça n'a pas été celui qui a été développé le plus rapidement en Occitanie. D'abord parce que l'avancée de la technologie en 2021, si on revient en termes de calculateurs, c'était pas encore vraiment voilà, le sujet. En tout cas en Occitanie. Et donc, on a, pour rattraper ce retard et développer donc spécifiquement la filière calcul quantique, on a profité d'un appel à projet là, qui a été lancé l'année dernière, enfin, cette année, en 2024, mais plutôt enfin, voilà, avant les vacances, et auquel on a été donc retenu pour, voilà, comme lauréat parmi 5 régions de France pour voilà, bénéficier d'une aide financière apporté par le GENSI, donc qui est le Centre national des grandes infrastructures de calcul de France, et le CEA, qui est le donneur d'ordre, pour animer la filière de calcul quantique en région Occitanie. Voilà. Donc pour être assez direct, voilà un peu notre écosystème. Donc je l'ai présenté sous forme, bon, pour représenter la filière, hein, du quantique sous forme de 4 piliers pour nous, pour répondre à cette filière. Alors bien évidemment la recherche, encore une fois, la recherche académique qui pousse énormément sur les savoir-faire, mais aussi la formation qui est donc en matière quantique, qui est un peu justement en demande, surtout sur le calcul, hein. On a énormément besoin de former nos étudiants et pour avoir des ressources humaines sur l'algorithmique quantique, on pourra en reparler après. L'industrie qui tire quand même aussi les projets et qui amène ben, les docteurs ou voilà, les ingénieurs CIFRE dans les industries qui sont consommatrices aujourd'hui, hein, de technologies quantiques, aussi bien de première révolution comme on a vu les capteurs, mais aussi maintenant les algorithmes.
donc le calcul, ça commence vraiment à être une demande forte des entreprises pour pas rater le train de cette nouvelle technologie disruptive, comme l'a dit Virginia. Donc souvent encore des grands comptes, mais on a aussi des startups. Là, je les ai mis sur le quadrant des industriels. Donc là aussi, hein, je pense qu'on va essayer en région Occitanie de développer cette filière startup quantique, notamment avec les SAT qui ont des aides voilà, de prématuration, maturation, qui permettent de développer vraiment des savoir-faire, des prototypes en matière de calcul, enfin en matière quantique en général. Et puis voilà, le dernier cadran que j'ai mis, c'est l'infrastructure. Alors là, j'ai mis que l'infrastructure plutôt calcul là aussi. Je connais moins l'infrastructure sur les autres piliers quantiques. Mais voilà, c'est assez singulier aussi. On a le CINES qui héberge le plus gros calculateur de France, je crois encore aujourd'hui. En tout cas, en 2022, c'était le 10e plus gros supercalculateur mondial, donc à Dastra de 75 pétaflops, pardon. Et aujourd'hui, je crois que c'est déjà le 30e. Mais au-delà du du centre de CINES, on a aussi des mésocentres. Et je pense que voilà, c'est un peu cette combinaison de compétences qui permet d'avancer, voilà, comment dire, de façon structurée à développer du calcul quantique. Alors oui, quand même, il faut quand même que je précise que on est plutôt sur l'hybride aujourd'hui, même s'il y a une grosse théorie physique sur les calculateurs, sur la recherche de matériaux pour monter des calculateurs quantiques. Nous, on a plutôt axé sur l'hybridation, c'est-à-dire partir du HPC, des supercalculateurs, des algorithmes qui tournent sur des supercalculateurs de type HPC pour voir quelles parties de code peuvent être automatisées grâce à la technologie quantique. Et là, donc, la Maison du Quantique a cette mission aujourd'hui vraiment d'accompagner les industriels à identifier les cas d'usage qui utilisent donc des méthodes mathématiques compatibles avec ce que pourraient accélérer les algorithmes quantiques par les machines, les supercalculateurs quantiques qui vont arriver là dans les 5, 10, 20 prochaines années. Voilà, alors après, j'ai quand même essayé de faire une cartographie des compétences en région et vous allez voir qu'effectivement, il y a tout le sens. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir invités, de faire des partenariats beaucoup plus forts qu'encore aujourd'hui, même s'ils existent déjà, vous allez le voir, entre nos deux territoires, puisque vraiment, on a des choses de communes sur les laboratoires, mais aussi sur les industries, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Virginia, Airbus, le CNES, qui sont des grands consommateurs aujourd'hui de projets autour du quantique. Donc voilà, là, sur ce slide, j'ai voulu représenter, je ne sais pas si c'est très clair, le côté pragmatique hein, de la chose, c'est-à-dire au final pour vous, l'objet, l'unité d'œuvre qui concrétise toute cette démarche scientifique et industrielle, ce sont les projets. Donc voilà, sur les différents piliers, la communication, capteur, simulation. Ah voilà, c'était simulation, l'autre pilier que j'avais oublié. Donc les 4 piliers là de la filière quantique, voilà, on a des projets qui se développent, comme vous l'avez présenté aussi Virginia, et qui permet justement de commencer à avoir une relation voilà, industrielle de ces projets initialement académiques. Voilà, je pense que les 3 actions pour développer la filière, hein, c'est vraiment former, 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 reformer. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, tiré par voilà, la démarche académique et valorisée par les industriels. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis quelques chiffres pour montrer qu'effectivement c'est quand même avant tout aussi une aide de la région en termes financiers, hein. Je pense que comme tous les projets disruptifs, il faut accompagner les entreprises dans le financement. Et là aussi, c'est le rôle de l'agence ad hoc hein, d'aller chercher les fonds, que ce soit régionaux, mais aussi nationaux et internationaux, bien évidemment, surtout sur une filière comme le quantique. Et donc, pour toutes les spin-offs, l'idée, c'est de les accompagner à la fois sur les ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Voilà, et pour finir, peut-être montrer que c'est pas endogène, hein, on a des relations fortes avec Marseille et Nice, hein, évidemment sur les laboratoires, mais aussi sur les programmes industriels.
Et puis on a quand même 2 centres, alors en termes de filière quantique, alors ça bouge beaucoup en ce moment parce que toutes les régions, s'y mettent, hein, plus qu'avant. Mais voilà, au moment où j'avais fait ce slide, on était quand même dans les voilà, sur les tableaux des 3 premières, régions en matière de développement de filière quantique avec bien sûr Paris, bien sûr Grenoble, mais aussi Nice-Marseille. Donc ce qui fait que, bah, nous en tout cas au niveau de la stratégie, de territoire Occitanie, on souhaite vraiment garder, cette position locomotive sur les filières quantiques. On est assez légitime par le fait qu'à la fois on a les compétences laboratoires, mais les industriels qui aussi, tirent, le sujet. Et puis bien sûr des relations avec, le territoire international, notamment les 2 plus grosses régions qui nous développent, qui nous font développer cette filière, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Voilà. Après, bon concrètement avec l'agence donc de développement économique, ben on anime, notre territoire, hein, comme toutes les agences de développement économique. En matière de filière quantique, par contre, voilà, on a un petit peu peut-être d'avance, en tout cas sur l'activité. Donc ça se résume de façon très humble hein, à animer effectivement des événements pour évangéliser un peu le principe du quantique. Vous l'avez vu avec Virginia, je pense que c'est loin d'être facile de comprendre l'avantage quantique, en tout cas quand on n'est pas né dedans. Donc ça demande beaucoup d'événements, d'ateliers, d'hackathons, de formations, les formations étant données quand même par les scientifiques aussi, pour les scientifiques. Hein. Donc ça, c'est notre rôle à l'agence de faire l'animation territoriale. Et voilà, donc on a commencé à construire un noyau dur, ce qui a permis l'émergence de la Maison du Quantique, de différents acteurs pluriels, on va dire, entre les grosses industries, Yale. Donc on a cité Airbus depuis un moment, mais nous on a Schlumberger aussi qui est du secteur de l'énergie, qui est très demandeur et qui est très actif sur le développement de cette filière. Et puis des startups, donc Qualitative Computing et Craftware, voilà, qui ont déjà commencé, sont des docteurs en physique, en calcul quantique, mathématiques quantiques, hein. Enfin en mathématiques et donc en optimisation de code quantique, qui fait que cet écosystème permet le rouage de développement de cette filière. Voilà, j'ai essayé d'être assez succinct et rapide pour vous montrer un peu l'activité du territoire voilà, Occitanie pour le développement de cette filière quantique. Merci beaucoup Franck. Beaucoup de félicitations sur l'initiative de l'Occitanie, mais aussi les résultats de projet, hein, la Maison du Quantique Occitan et puis l'Institut quantique azuréen. Il y a quelques questions. On a pris un petit peu de retard, donc je veux bien. Je passe la parole à Laurent Labonté, puis je vais peut-être demander à Laurent et à Romain d'accélérer un petit peu sur la présentation afin qu'on ait le temps de poser les questions. Donc, Laurent, c'est pour nous présenter les formations autour du quantique existantes, mais aussi à venir peut-être, que vous avez développées, vous êtes en train de développer du côté de Nice, Sophia et avec le laboratoire Infini. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un exemple de formation toute récente qui s'appuie sur les forces locales et notamment en quantique. Donc là, cette formation, on observe aujourd'hui qu'il y a une vraie tendance à développer des formations dans le domaine de la photonique et avec un large et avec une grande dominante dans le domaine du quantique. Donc tout d'abord, c'est vraiment le parcours que je vous propose que j'ai monté. C'est un parcours qui est dédié à la photonique sur toutes ses facettes. Donc la photonique a beaucoup de secteurs d'activité et c'est un domaine qui s'appuie sur une forte croissance depuis ces dernières années. Donc le chiffre clé à retenir, c'est qu'il y a une augmentation régulière chaque année de 3% des effectifs. C'est-à-dire qu'en France, on doit être capable de former des ingénieurs de qualité répondant à un grand nombre de secteurs d'activité, et ça en nombre. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui,
c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de le faire. Donc, il y a vraiment un grand besoin de formation pour former de nouveaux ingénieurs. Quels sont les besoins métiers? Les besoins métiers sont assez larges. Donc, ça va depuis des ingénieurs en recherche et développement, mais aussi en consultant, des technico-commerciales et de plus en plus aussi dans le domaine de la qualité. Les bassins d'emploi en photonique en France sont historiques. Donc, Grenoble pour le semi-conducteur, Bordeaux pour la route des lasers, en Bretagne dans le domaine des télécoms et Paris-Île-de-France pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et l'offre de formation, que je vais détailler dans le prochain transform, est assez, je ne veux pas dire, on va dire modeste, notamment en master d'apprentissage, où il n'y en a que 2 en France. Des masters à visée professionnelle, il y en a 7, et après, ça se fait principalement au sein d'écoles d'ingénieurs. Donc, de manière, je pense, exhaustive, donc oui, avant d'aborder le prochain transparent, donc d'où cette volonté vraiment de trouver une alternative et de proposer des parcours en alternance, donc c'est-à-dire des masters professionnels à visée nationale, pouvant former des ingénieurs qui iront dans les entreprises partout en France, en prise locale, c'est-à-dire avec les forces qu'il y a à l'UNICA. Donc là, j'ai répertorié de manière exhaustive les masters dans le domaine photonique et notamment en bleu ceux qui sont dans la région sud et Occitanie. Donc, on voit par exemple, donc, moi, le constat que j'en fais, c'est finalement les masters pro ou en apprentissage, il y en a très peu. Moi, j'en ai recensé qu'un seul, par exemple, pour l'université de Toulouse. Après, des masters à visée professionnalisante, il y en a, notamment pour l'AMU, pour l'université Aix-Marseille Université, Europhotonics Master, et aussi sur Toulouse. La formation photonique se fait principalement en école d'ingénieur et de manière générale, après, par contre, dans les masters classiques de physique et notamment en recherche, c'est assez présent. Il y en a par exemple à l'université de Montpellier et aussi à l'université de Toulouse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des masters physiques généraux, il en existe, notamment à dominante quantique, mais aujourd'hui, où il y a un vrai manque, c'est de former nos étudiants au métier du quantique. Et quand on dit métier du quantique par rapport aux présentations que nous avons vues, eux aussi, avec toutes les technologies habilitantes qui en découlent, par exemple, tout ce qui est optique linéaire, non linéaire, la maîtrise des lasers et des effets non linéaires associés. Un exemple, donc je prends exemple sur le master dont je suis le responsable, donc qui est le parcours optique. La photonique est un secteur transverse. Ce master est aussi bien sûr transverse, incluant des parallèles avec des formations en électronique, en informatique, pour venir piloter les instruments que nous sommes en train de réaliser. C'est une formation professionnalisante, donc il y a aussi un minimum d'insertion professionnelle et de culture du monde de l'entreprise. C'est un master qui est vraiment récent, qui est ouvert. Sa première formation, c'était en septembre 2020. Donc voici mon dernier transparent pour conclure. Donc aujourd'hui, un master professionnalisant dans le domaine de la photonique avec un fort impact quantique, c'est absolument nécessaire dans le paysage parce que les entreprises en ont besoin et en France, il n'y en a pas tant que ça finalement, vraiment pas tant que ça. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée de mettre en place ce master basé sur une équipe pédagogique uniquement universitaire. Donc c'est une formation faite par la recherche pour les partenaires industriels. Et ici, j'ai fait une liste non exhaustive des partenaires industriels que nous avons. Et en rose, ce sont les partenaires que nous avons identifiés en région sud et en région PACA. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour ces explications. Je ne sais pas si vous acceptez de partager votre présentation après Virginia et Laurent ou pas.
on verra, vous pourrez me donner peut-être une version plus light si vous souhaitez. En tout cas, c'est vrai que Laurent, je suis particulièrement intéressée par votre présentation pour alimenter notre feuille de route. Et j'en profite aussi pour rappeler que vous avez parlé des masters photoniques. Nous venons de vous interviewer, vous d'ailleurs. Nous venons de faire une cartographie, elle sera prête en février, une cartographie très détaillée des formations photoniques en région sud. Et on espère qu'on pourra le faire en Occitanie en 2025 si on a les budgets. C'est un petit clin d'œil à la région Occitanie. Et nous publierons également en février 2025 une cartographie très détaillée des laboratoires et des équipes de recherche en photonique de la région sud. Hein. Et c'est pareil, vous avez fait l'objet Aix-Marseille Université, donc pas vous Romain en tout cas, ni Franck bien sûr, mais par contre vous avez Virginia, Caroline Champenois, etc. On fait l'objet d'interviews dédiées. Ce seront des publications qui seront dévoilées dans un petit mois. Voilà, on passe la main maintenant à Romain Dubussy, donc qui remplace Caroline Champenois, qui a un empêchement de dernière minute, donc qui est professeur à l'université de Aix-Marseille Université. Romain, je vous passe la main pour que vous puissiez nous parler, nous présenter justement des outils, des projets que vous mettez en place à destination des étudiants et en collaboration avec le territoire niçois Sophie-Politain. Et c'est une bonne nouvelle, donc on vous écoute, Romain. Moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si je suis la seule. Non, ok, on ne vous entend pas. Comme tout à l'heure, Romain, vous savez, il y avait une histoire de micro-écouteur et micro-ordinateur. En attendant, il y a pas mal de questions. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, Oui, c'est bon. super. Alors, Ouais. désolé. Bonjour à Je vous entends plus. Caroline Champenois. Moi, je vous entends plus. Ça coupe en fait. Peut-être qu'il faut couper. Romain, peut-être qu'il vaut mieux couper votre caméra. Moi, je vous entends pas, hein, Romain. Vous l'entendez? Non plus. Non. Romain, on ne vous entend pas. Non plus. Non. On ne vous entend pas. Romain, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Romain. On ne vous entend pas, Romain. On ne vous entend pas. Ah, ouais, non, Est-ce que si je suis comme ça, vous m'entendez? Très bien, super. D'accord. Bon, désolé. Donc, je disais que contrairement à nos partenaires de Nice et de la région Occitanie, on est beaucoup moins avancé à Marseille, ce qui s'explique parce que l'université d'Aix-Marseille, le pôle universitaire, est beaucoup centré autour des sciences de la santé et en ce qui concerne la physique, sur les sciences de la fusion avec le projet ITER à Cadarache. Et donc, on est en train de mettre en place toutes ces formations autour du quantique en s'appuyant sur les forces existantes dans les laboratoires. Alors, une chose qui a été peu abordée, par laquelle je vais commencer, c'est le fait que ça implique pas seulement les sciences des technologies, d'ingénierie et de la physique, mais aussi nos collègues qui travaillent dans le domaine de l'informatique, puisqu'on a des formations purement informatiques, purement pour destination d'étudiants issus des cursus d'informatique, qui commencent à intégrer des éléments autour du quantique, donc avec des introductions au calcul quantique et aux révolutions que ces nouveaux outils vont apporter dans ces secteurs. Et donc, le message principal, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes nos formations, on a des introductions dès la licence, donc dès le premier niveau, et pour les étudiants qui le souhaitent, des spécialisations dans certains parcours aux techniques modernes de calcul quantique, avec déjà des liens avec l'industrie, puisque certains des étudiants qui poursuivent par des thèses font des thèses en partenariat avec des industriels, donc notamment financés par le dispositif CIFRE, qui est une thèse où l'étudiant est essentiellement en entreprise. Et pour mentionner les liens entre les différents partenaires qui assistent à qui présentent ce webinaire, je mentionne qu'il y a donc par exemple une école doctorale donc à destination d'étudiants en thèse qui est co-organisée par l'Université d'Aix-Marseille et l'Université de Toulouse sur les sujets de l'information quantique cette année.
Concernant l'école centrale à Marseille, le message peut-être à retenir de ce transparent, c'est qu'aujourd'hui, tous les étudiants de l'école centrale à Marseille ont une introduction à la physique quantique pour être sensibilisés à ces thématiques. Et ensuite, la moitié de la promo va suivre un approfondissement. Et enfin, certains étudiants choisissent des parcours où ils se spécialisent et notamment, ils acquièrent des compétences pratiques dans la mise en place des connaissances et des compétences liées au quantique, notamment sur les technologies de cryptographie et de communication quantique. À l'école centrale Marseille, un autre plan qui est actuellement en préparation, c'est de développer des plateformes pour la formation continue qui sont orientées sur des modules de durée courte et assez focalisés sur les applications les plus proches des marchés. Donc, je pense que recouvre beaucoup la présentation de Virginia Doria avec toutes les technologies autour de la communication et de la cryptographie quantique. Concernant en lien avec ces thématiques, il y a toujours pour pointer le lien entre les partenaires, on a aussi une école d'été qui sera en préparation pour cette année, donc toujours à destination d'étudiants de la région Grand Sud et qui concerne qui va présenter les révolutions apportées par cette seconde révolution quantique dans les domaines de la communication quantique, de l'optique quantique et de l'information quantique, et qui est co-organisée donc par Thomas Durt à l'École centrale de Marseille et Virginia Doria à l'Université. Alors concernant la physique, à l'Université d'Aix-Marseille, en plus des connaissances fondamentales qui sont aujourd'hui dispensées à tous les étudiants qui suivent des cursus de physique, on a ajouté depuis cette année des éléments d'introduction dans tous les parcours de physique qui concernent des introductions à ces nouvelles technologies quantiques, donc aussi bien en licence qu'en master et en formation doctorale pour donner l'occasion aux étudiants de se sensibiliser à ces thématiques. Et je vais terminer cette présentation en insistant sur le fait qu'on a choisi aussi de faire la création de plateformes de technologie quantique pour nos étudiants qui vont leur permettre de se confronter à des réalisations expérimentales de ces concepts un peu abstraits de l'information quantique ou de la manipulation des objets individuels. Et donc, on est actuellement en train de développer, de monter ces plateformes qui seront donc utilisées par les étudiants au cours du semestre à venir. Voilà, et donc on espère que nos prochains étudiants diplômés seront complètement sensibilisés, pour certains auront une bonne connaissance de ces nouvelles technologies. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je rends la main. Merci Romain. On va passer aux questions si vous le voulez bien. Oui. Je vais vous montrer quand même quelque chose de correct, sinon ça ne va pas aller. Je montre mon écran et voilà. Alors, première question. Je retourne à mes questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation à tous. Vous avez beaucoup de félicitations. Alors, d'abord une question peut-être pour peut-être à tous, mais aussi peut-être à Quantazur. Donc, les ERC, les PEPR et les ANR sont des programmes qui s'adressent un peu plus aux académiques. Est-ce qu'il y a des appels à projets de l'EIC, donc de European Innovation Council, ou alors des appels à projets du cluster numérique, industrie et espace du programme Horizon Europe, qui adresse le quantique et qui serait plus à même d'associer académiques et industriels? Je peux répondre? Oui, bien alors sûr. oui, effectivement. Donc sur le EIC, il y a même un volet qui est Pathfinder Challenge, qui est carrément qui adresse carrément les technologies qui sont susceptibles d'avoir un niveau TRL un peu plus élevé. Donc, qui ont un TRL bas et qui vont monter en puissance pour devenir des choses un peu plus appliquées. Et dans ce type de projet, c'est très, très, très ouvert aux startups et aux industries du quantique. Effectivement. On a aussi
toutes les écoles qui sont l'école de l'Union européenne, qui viennent du plan quantique national, mais pas que, pardon, excusez-moi, des flagships sur les technologies quantiques qui sont très ouverts aux industriels, mais pas que. Donc, effectivement, les gros projets comme les FET ou les classeurs sont tous des projets dans lesquels les industriels sont les bienvenus. À ce sujet, l'université, aussi bien que le CNRS, ont des cellules qui accompagnent les chercheurs de l'université Côte d'Azur pour le montage de ces projets. Donc, à la fois pour tout ce qui est le budget, donc la partie un peu plus bureaucratique, mais pour tout ce qui est aussi la partie scientifique. Et donc, ça, c'est un vrai atout. Donc, ça a permis à plusieurs reprises d'augmenter le taux de succès, notamment, donc on parlait des EIC, des horizons. Et donc, récemment, on a eu un horizon qui était financé tout ce qui est les matériaux. Dans la chat, j'ai écrit EIC, mais je me suis trompée. J'ai vérifié derrière. Donc oui, effectivement, ce sont des grosses calls européennes. Après, l'objectif, par exemple, des réseaux qui sont les réseaux internationaux, comme je vais citer celui du Canada, c'est aussi de mettre en relation, évidemment, on essaye de booster l'industrie quantique européenne, mais pas que. Donc, toute collaboration avec des partenaires, par exemple, industriels dans les autres sites, le quantique est très développé, par exemple, au Canada, sont aussi les bienvenus. Et à ce sujet, donc, ça peut être soit des gros programmes de financement, soit des programmes qui sont des programmes d'échange de mobilité ou des bourses de thèse qui sont des bourses de thèse à moitié. On a eu très régulièrement des bourses de thèse chiffres, donc avec une composante industrielle très importante. Donc, c'est à la fois des écoles qui sont des écoles nationales, des écoles qui sont européennes, mais aussi on essaye d'impliquer de plus en plus l'université sur des partenariats qui sont aussi hors européens. Donc oui, c'est très pertinent comme question. Okay. Et je pense que là, dans la liste, il y a plus ou moins toutes les écoles que j'arrive à voir en ce moment. Je vais y réfléchir s'il y en a des autres. Mais et dans tous ces écoles, effectivement, il y a des fortes implications industrielles qui sont bienvenues. Donc, on essaye de le faire le plus possible parce que c'est ce qui nous permet d'avancer sur des questions qui sont des questions bien pratiques que nous, comme industriels, on n'a pas forcément en tête. Et quand je dis ça, je parle du développement, mais je parle aussi de l'utilisation. Donc, on met en place, par exemple, un ordinateur quantique, mais si le mettre en place pour avoir après une application concrète, c'est très différent de ce qui peut être dans la tête d'un physicien qui fait ça dans son côté. Okay, merci beaucoup. Une autre question peut-être à Franck pour l'Occitanie. Je pense que vous l'avez présenté, mais il faut peut-être rappeler à cette personne. Je n'ai pas le droit de nommer les gens en théorie qui posent des questions. Donc Franck, vous semblez orienter le talent du territoire de l'Occitanie sur le seul sujet du calcul. Quid des technologies habilitantes? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de ma part ou pas? Grosse erreur, j'en suis désolé. Non, pas du tout. Hein. Non, en fait, on a commencé par les 3 premiers piliers avec l'Institut Quantique Occitan créé en 2021, où on est bien évidemment bien plus développé en ce qui concerne les capteurs et les technologies habilitantes dans la création de la filière quantique en Occitanie. Là où j'ai mis effectivement une confusion, c'est que on vient à peine de gagner donc l'appel à projet Maison du Quantique autour du calcul, qui est la Maison du Quantique et autour du calcul. Donc on a 2 grandes institutions, l'Institut Quantique Occitan qui est vraiment porté par la sphère académique, Montpellier-Toulouse qui elle développe tous les sujets quasi identiques avec ce que je pense on a entendu ce matin. Et la particularité, c'est par rapport, je dirais, à la région Occitanie, la région sud, cette maison du quantique qui, elle, est dédiée au calcul hybride, HPC et quantique. Donc non, c'est pas du tout un oubli de l'Occitanie en ce qui concerne la filière capteur, simulation et je me souviens plus du reste. Calcul, c'est plus la maison du quantique. Mais, d'accord, pardon, ok, d'accord. Okay. Voilà, on a 3 piliers. Oui, d'accord. Bon, de toute façon, encore une fois, le replay sera disponible pour nos éditeurs. Allez, une avant-dernière, une question et une remarque. Une question, vous avez mentionné, vous Franck, mais aussi Virginia, vous avez mentionné les SAT qui pouvaient bien sûr prématurer, accélérer, mais les budgets projets à l'Europe sont plus élevés. Donc, comment fédérer
ce bel écosystème Grand Sud, donc qui a été présenté par trois. Comment fédérer ce bel écosystème Grand Sud et comment le valoriser au niveau européen? C'est une large question, hein, pas facile à répondre, mais vous avez peut-être des idées tous les trois. Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour y répondre, mais en tout cas, l'initiative de ce webinaire, au-delà de ce que vous pouvez entendre, c'est la construction de ce webinaire. On a déjà échangé ensemble sur ce sujet. Je pense qu'il y a une volonté vraiment active de pouvoir se fédérer d'abord par la volonté d'Actantis, tout simplement, hein, qui est maintenant en Occitanie. Donc, ça va commencer par effectivement avoir des liens forts, la définition de nos plans d'action et la convergence autour de cette filière quantique, de deuxième révolution, si je puis dire, pour aller chercher les fonds. Mais justement, c'est en se fédérant au niveau du sud de la France que l'on va pouvoir faire un contrepoids à l'Île-de-France pour aller chercher les fonds. En tout cas, c'est une volonté de l'Occitanie et je pense qui converge avec celle du sud. Georgina, vous voulez rebondir ou... Oui, effectivement. Et je rajoute aussi une couche. Donc, on a le projet plusieurs fois évoqué Quintet France. C'est un projet de pédagogie, mais pour nous, c'est aussi une occasion de créer de la mobilité entre les étudiants et de créer des projets communs, typiquement des étudiants qui partent en stage sur un site ou sur l'autre. Et ça booste les collaborations. Au niveau de Quintazur, régulièrement, quand on fait des actions sur site, on essaye d'inviter des partenaires d'autres sites. On n'a pas encore eu l'occasion d'inviter les partenaires de chez vous, Franck, mais par exemple, on a fait très récemment des journées Quintazur et on a eu deux invités qui étaient de AMU, de Marseille, Centrale Méditerranée. Donc, effectivement, ça, c'est une manière de mettre ensemble les gens, de faire en sorte que les gens connaissent ce qu'il y a sur un site et sur l'autre. Et pour Marseille, on a des échanges un peu plus réguliers, de fait de la proximité géographique un peu, mais la volonté, c'est effectivement celle de le constituer, surtout l'axe qui est l'axe de Grand Sud. J'impliquerai aussi Bordeaux dans l'axe Grand Sud, parce que je sais qu'ils sont aussi très, très actifs là-dessus. Et donc, comme je disais, ça part d'un côté sur les actions qui sont des actions financées déjà dans un projet qui est fédérant sur la formation. C'est un pied d'entrée parce que ça permet à des chercheurs qui sont des chercheurs qui n'avaient pas pensé forcément de faire du quantique de s'impliquer sur des thématiques en y allant avec des partenaires, par exemple, sur d'autres sites. Et puis, du point de vue de tout ce qui est la recherche pure et dure, donc ce qu'on fait à Quintazur, c'est que très régulièrement, on essaye d'avoir des invités ou d'appeler sur place pour des séminaires, pour des actions un peu plus ou moins pointues, des chercheurs d'autres sites pour que les gens connaissent à Nice ce qui se fait dans les autres endroits. Et ça, on le fait évidemment avec les Grands Sud, mais on essaie de le faire de manière un peu transversale sur la France. Donc, on a envie de créer un réseau qui est vraiment un réseau national. Et ça, c'est effectivement important parce qu'on a des collaborations qu'on connaît, parce que c'est des chercheurs qui se connaissent entre eux. Mais l'idée, c'est d'ouvrir aussi à des gens qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas que sur un site ou sur l'autre, il y a quelqu'un qui fait peut-être des choses très proches et que pourrait faire ensemble. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Enfin, une dernière remarque, c'est un appel, enfin c'est pas un appel d'ailleurs, ça peut être très utile pour vous. C'est une personne, je vous donnerai son nom et son email, de Amadeus, qui est chercheur en machine learning, qui a commencé il y a 2 ans un projet à explorer ces sujets-là liés à l'informatique quantique. Et il a 3 stages aujourd'hui avec des étudiants d'Eurecom qui ont suivi le cours d'informatique quantique à l'école, donc à l'organisme Eurecom, et il est intéressé pour des futurs stages d'accueillir des étudiants de Aix-Marseille Université ou de l'Université de Côte d'Azur qui auraient le certificat Quantum Aware, c'est ça, hein? Oui. Donc, mais voilà. Et donc, il m'a donné son email, je vais vous le donner, je vais vous partager, afin que vous puissiez peut-être échanger. Et c'est vrai que c'est super de pouvoir à la fois faire du win-win, hein, effectivement, Amadeus qui veut accueillir des stages et qui cherche effectivement des profils très spécialistes, et vous qui, j'imagine aussi, avez des difficultés parfois à trouver des entreprises pour ces stagiaires. Donc, voilà. C'est toujours bienvenu, ça, oui.
Oui, voilà. Il ne me reste qu'à vous remercier chaleureusement, vivement, vous souhaiter un bon week-end un peu en avance. Vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay semaine prochaine. Et puis, on reste en contact peut-être pour un prochain événement autour du quantique. Et le prochain WebTech aura lieu le 27 février, toujours de 11h à 12h, toujours via GoToWebinar et sur un sujet très, très différent, mais non moins intéressant, qui s'appelle le passeport numérique produit. Hein, c'est une nouvelle initiative liée à une forte réglementation en cours sur l'éco-conception électronique et la conception, je dirais, durable des produits électroniques. Et ce passeport numérique produit est le résultat d'une collaboration fructueuse entre une toute petite start-up marseillaise, pas petite, oui, relativement petite, qui s'appelle Kix, et une grosse multinationale qui s'appelle ST Microelectronics. Et ils nous expliqueront leur success story, donc ce 27 février à 11h. Voilà. Merci beaucoup à tous et passez une bonne journée. Au revoir. Également, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.